Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là pour la troisième table ronde de cette première journée d'Intergalactique à la MJC Mon Plaisir. Je vais présenter un petit peu la thématique du festival, puis la thématique de la table ronde. Et après, je présenterai nos invités et puis enfin, ils pourront parler. Voilà. Donc notre thématique 2024 d'Intergalactique, du pain et des jeux, est tombée plutôt à point nommé puisque cette année se tiennent les Jeux Olympiques de Paris. Ils ont été présentés par les élites et les médias comme une grande fête populaire. Et comme le soulignait le titre de l'émission À l'air libre de Mediapart pas plus tard qu'hier, la question qui se pose, c'est une fête pour qui ? Et voilà une des questions donc qu'on va se poser ce week-end, notamment dimanche avec les chercheuses Jade Lingard et Laura Wojcik, qui ont toutes deux travaillé sur les chantiers du Grand Paris et des JO en Seine-Saint-Denis. Mais avant ça, la table ronde de ce soir est intitulée Du héros sportif, mythologie moderne. Et on va peut-être explorer des questions apparemment plus abstraites, à savoir le sport comme objet d'admiration et d'exemplarité. Donc, pour introduire un peu la table ronde, je dirais que les Jeux Olympiques, dans leur version moderne, sont censés exalter un idéal, selon les mots de l'aristocrate Pierre de Coubertin, à qui on doit leur renaissance à la fin du XIXe siècle. À commencer par l'impartialité de la compétition, qui garantit les conditions pour que le ou la meilleure, voire le plus méritant, l'emporte. Et le sportif, à l'instar d'un héros moderne, incarne des valeurs. Selon toujours donc Pierre de Coubertin, être sportif serait moral, jouer serait exemplaire. Et pour lui, non seulement l'olympisme, mais même toute pratique sportive puise dans l'esprit chevaleresque. Aujourd'hui, des décennies et pas mal de scandales de dopage plus tard, on est moins dupe face au divertissement sportif, aux athlètes et surtout à l'industrie du sport. Pourtant, le show sportif comme objet d'admiration reste toujours aussi fort. Pour préparer cette table ronde et plus largement la programmation du festival, je me suis appuyée sur la lecture d'un livre de Georges Vigarello, l'historien, qui s'appelle Du jeu ancien au show sportif. Et il explique que c'est dans un monde moderne, celui d'après la moitié du XIXe siècle, un monde sans transcendance, ou du moins sans la transcendance des religions, que le jeu a pu devenir si massivement valorisé. C'est un monde dans lequel le sport focalise toute la valeur de modèle, construit en réplique idéale d'une autre, peuplé d'effigies exemplaires et d'actes exaltés. Et pour le citer, autant dire qu'il a créé sous nos yeux une prétention aux valeurs idéales, un théâtre mobilisant la légende et la vérité. Donc ce monde sans transcendance ou désenchanté s'est donné avec les jeux sportifs et leur théâtralisation des croyances, une logique de l'idéal, un mythe qui dramatise l'existence d'un mieux. Et dans la science-fiction, pour y venir, on voit que les jeux et la compétition sportive apparaissent plus souvent comme un instrument d'aliénation des masses. Donc, d'où le titre de notre édition du pain et des jeux, Panem et Circenses, tout en promettant une ascension sociale fulgurante via une compétition prétendument méritocratique, où seuls les meilleurs seraient élus. À ce titre, la science-fiction a souvent pour but, quand elle traite du sport et des jeux, de révéler les rouages d'un système illusoire et injuste, prompt à défaire ses champions aussi vite qu'il les a hissés au nu. Donc c'est ces questions de mythologie moderne, de figure du héros ou de l'héroïne, et de promesses d'émancipation que nous souhaitons aborder avec nos invités de ce soir. Et pour parler de ces thématiques, donc, nous avons un sacré panel donc, d'autrices et d'auteurs, à commencer donc, par deux autrices anglaises que nous sommes extrêmement fiers d'accueillir aux Intergalactiques cette année. Donc, je vais commencer par présenter Louise Carré, donc, qui a commencé sa carrière de romancière en coécrivant 2 romans, dont un qui s'appelle La Cité de soie et d'acier, et qui est paru en français l'automne dernier aux éditions La Talente, et qui est co-signé avec Mike et Linda Carré.
Elle est également amatrice de jeux de société, lectrice d'horreur et meneuse de jeu pour un groupe d'aventuriers chahuteurs mais bien intentionnés. Et le roman qu'elle vient présenter ce soir et tout au long du week-end est son premier roman solo. C'est le premier tome d'une trilogie intitulée Le Programme Arlo. Donc le premier tome s'appelle Aux Ordres et en fait le second tome paraît bientôt mais il sera déjà en avant-première sur le salon du livre du festival. Et donc c'est une sorte de techno-thriller assez haletant dans un univers dystopique, un peu cyberpunk, où la société est régie par des corporations toutes puissantes. Et, on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est aussi le récit d'une désillusion. Ensuite, donc, nous accueillons Claire North de son nom de plume et de son vrai nom Catherine Webb, qui donc est née aussi en Angleterre, qui a publié son premier livre à l'âge de 16 ans. Avide de nouveaux territoires littéraires, elle a adopté le nom de Claire North en 2014 pour ses débuts en science-fiction. Et c'est le nom sous lequel le lectorat francophone d'Imaginaire la connaît bien, notamment pour les 14 premières vies d'Harry Auguste et la dystopie 84K chez Bragelonne, et plus récemment pour la magistrale trilogie La Maison des Jeux, paru chez Une heure lumière au Bélial. Et chez ce même éditeur, donc au Bélial, dans la collection Une heure lumière, vient de paraître une novella qui s'appelle Sweet Harmony, qui est digne d'un très bon épisode de Black Mirror. Et c'est pas pour rien, mais ça c'est un peu dans la genèse de la novella. Mais bref, dans laquelle en fait les individus peuvent se faire ajouter des extensions via une technologie ça s'appelle des nanos. Et ça leur sert en fait à être non seulement immunisés contre des maladies, mais aussi à tout un tas de choses, comme améliorer leurs conditions physiques, avoir toujours une belle peau, voilà. Et donc ça marche très très bien tant qu'ils et elles peuvent payer. Voilà. Et donc voilà. Ensuite, donc nous recevons donc Patrick Dieudonné, qui est né en Angleterre mais qui écrit lui en français. Donc depuis 2010, Patrick Dieudonné publie de la poésie, des nouvelles et des romans noirs. Et nous le connaissons aujourd'hui dans l'imaginaire pour sa saga de fantasy Le Cycle de Sif, qui campe ses personnages principaux, et notamment son personnage principal, tout en bas de la pyramide sociale, et qui revisite la trajectoire initiatique du héros. Et Patrick a également travaillé durant ses études sur la fantasy comme une extension moderne du mythe. Donc voilà, ça fait résonance. Alors, ensuite, pour continuer ce petit tour de table, nous avons Léo Henry, donc écrivain strasbourgeois de littérature de genre, dont il explore toutes les facettes: la SF, l'anticipation, l'uchronie, le fantastique, la fantaisie, le merveilleux. Et il expérimente également toutes les formes possibles. Parmi ses œuvres, on peut citer 120 à la Volte, un recueil de nouvelles issu de l'envoi mensuel de nouvelles par email pendant 10 ans. Le roman Hildegarde, autour de la figure Hildegarde de Bingen et du Moyen-Âge rhénan. Et puis le cycle de Yermina Lingrad, dont le premier volet, Yamaloka Terminus, coécrit avec Jacques Mukeli, vient de paraître en poche. Il fait montre également d'une curiosité pour le football gaélique. Voilà. Et enfin, donc Benjamin Patino. Donc, Benjamin est un vidéaste qui a créé et anime de concerts avec Kat, la petite voix, la chaîne YouTube Bolchegeek, qui fêtera cette année ses 10 ans. C'est une chaîne qui traite d'objets de culture populaire et geek. C'est pas vrai ? Ouais. Donc, de culture populaire et geek, cinéma, séries, animés, jeux vidéo, sous l'angle des sciences sociales et de la politique. Enfin, de même de la critique sociale, on peut dire. Une approche qui se retrouve dans 2 autres de ses productions, le format populaire chaque semaine pour le journal L'Humanité, et le livre publié l'année dernière aux éditions Le Diable Vauvert, Le syndrome Magnéto, qui parle des méchants qui ne cherchent non pas à détruire le monde, mais à le changer.
Alors, je vais commencer peut-être avec un premier tour de table. Au sujet du mythe moderne, ou quand on parle de mythe moderne ou de mythologie contemporaine, quelles seraient les images ou les exemples qui vous viennent en tête, et est-ce que le show sportif en fait partie ? On va peut-être commencer par Patrick. Ok. Pour contextualiser ma réponse, j'ai dormi 5 heures cette nuit et je viens de faire 10 heures de train. Donc vous m'excuserez si c'est un peu décousu. Est-ce que tu peux répéter la question, Anne ? Après, quelqu'un d'autre peut commencer. En vrai, je plaisante. En vrai, je plaisante. Moi, en fait, quand tu as posé cette question, personnellement, j'ai tout de suite pensé, et c'est très étonnant, à la politique. En fait, au discours métaphysique qui sous-tend le discours politique qui est posé sur nos quotidiens, et qui d'ailleurs la plupart du temps ne se présente pas comme étant un discours politique, mais qui est un discours politique. Et qui contient son lot de mythes. On a la main invisible du marché, on a le grand marché des idées, on a tout ce tas de concepts là dans lesquels on baigne, qu'on a plus ou moins pris pour acquis, qui composent une grande partie du vocabulaire qu'on nous régurgite publiquement. Pour moi, ça m'évoque ça. Je prends la suite du coup. Moi, à la limite, la question de la mythologie, je l'entends souvent parce que sur mon domaine qui est éventuellement plus la pop culture, parce que c'est un truc qu'on dit souvent sur, par exemple, les super-héros, nouvelles mythologies et tout, ce qui est assez discutable, mais qui paraît assez évident sur le fait qu'il y a un côté divin, en fait, quelque chose un peu surhomme, et puis avec tout une espèce de folklore et tout ça. Mais en fait, tu peux l'étendre à beaucoup de choses un peu moins évidentes. Et effectivement, là, puisque le sujet, alors effectivement, ce que tu viens de dire, je trouve c'est tout à fait vrai. Mais aussi, là, puisqu'on parle de sport, ça me paraît assez évident qu'il y a une mythologie autour du sport aussi, dans le sens où, même si on parle d'individus réels, dans des contextes réels et tout, c'est investi d'à peu près la même chose, en fait, en réalité. Et pour des raisons qui sont assez... qui sont pas juste du storytelling et on vend les sportifs et on aurait justement on les verrait comme des super-héros. Je pense que c'est assez évident de voir les sportifs et ce que les gens investissent dedans comme une forme de mythe. Et en plus, c'est des mythes très très différents. C'est qu'en fait, c'est pas juste, on peut pas résumer ça à ils sont super puissants, donc les masses les investiraient de caractéristiques divines ou quoi que ce soit. Ça paraît assez évident que si tu t'intéresses à des sports comme je sais pas, la boxe ou le foot, etc., tu peux citer très vite, même si c'est pas ton sport de prédilection, des équipes de sport mythologiques, des trajectoires de boxeurs mythologiques, de choses comme ça. En fait, il y a une vraie narration autour de ça. Et donc, ça me paraît assez évident que ça investit ça investit un petit peu, pardon, les mêmes choses que ouais, peut-être pas des divinités grecques, on est peut-être pas là-dessus, mais des affects quand même qui sont très très puissants et qui veulent dire quelque chose pour les gens pour plein de raisons qui sont historiques, qui sont sociologiques, etc. Enfin, je vais pas développer à fond là-dessus, mais oui, ça me paraît assez évident de lier la question de la mythologie avec le sport, ne serait-ce que là, on est à Lyon. Moi, je suis pas particulièrement versé en foot. La mythologie Lyon versus Saint-Étienne. En foot, c'est un vrai truc, c'est un folklore, quoi. C'est-à-dire qu'il y a avec des grands joueurs, avec des personnages comme ça, et qui veut dire quelque chose historiquement et sociologiquement sur ces deux villes et leur rapport. Et voilà, ce genre de choses, ça me paraît, ça me saute un peu aux yeux, quoi. Shall I go? Okay. First, I would like to thank my interpreter. Tasha's doing all the work here. Do you want to pass Tasha then we can... Comme ça, je double au fur et à mesure. I think of the Marvel Cinematic Universe. Okay. Alors, d'abord, je pense à l'univers cinématique Marvel.
Thankfully, the Marvel Cinematic Universe is full of impossible bodies. Voilà. Heureusement que cet univers est plein de choses qui sont absolument impossibles. Villains are allowed to be overweight or suffer from a disability. Heroes are not. Des méchants ont tout à fait le droit d'être obèses ou gros ou d'avoir des handicaps, alors que les héros n'en ont absolument pas le droit. I think to logically extend that, the thing you can say about the cinematic universe of Marvel and indeed the comics is that it is very deliberately constructed as a modern mythology. Pour étendre ça, on pourrait dire que tout l'univers Marvel et même au-delà l'univers DC Comics est délibérément en fait construit comme une mythologie moderne. It thus says a lot about who we are and what our culture is. Et donc ça dit énormément de choses sur qui nous sommes et ce qu'est notre culture. Even bloody Doctor Strange 2, which was awful. Même Doctor Strange, putain, qui est terrible. Logically, also going from that, you mentioned that we invest in athletes. I would query that. I would say we invest in the stories created around them. Et logiquement, tu disais que on investit des choses dans les athlètes. J'irais même jusqu'à dire qu'on investit des choses dans les histoires qu'on construit autour de ces athlètes. For my sins, I am forced to support Arsenal because I grew up next to them. Voilà, c'est mon péché d'avoir à soutenir Arsenal parce que j'ai grandi à côté de la ville, donc obligé. But if you listen to football fans talk about the players, it's never with the context of who they are. It's in the context of who they are for the story of the team. Voilà. Mais si on écoute les gens parler des joueurs, ils ne parlent jamais des joueurs pour qui ils sont eux, mais pour qui ils sont dans le contexte de l'équipe, dans le contexte du jeu. And yes, there are athletes who we regard as almost mythological when you look at them individually. Boxers, for example, are quite a good example Et of il y a this. des athlètes qu'on considère comme étant mythiques quand on les regarde individuellement, par exemple les boxeurs. But if we've learnt one thing from the World Wrestling, not Foundation, because that's a charity, whatever Yeah. that one, but that one. Yeah, if we learnt one thing from that, it's that we invest in the stories almost more than we invest in the reality of a human being. Foundation? Federation, thank you. Mais si on a appris une seule chose donc de la Fédération mondiale de catch, c'est bien que We invest more in those stories than we do in the individuals. c'est bien ça, c'est qu'on investit plus dans les histoires que dans les individus et dans les personnes. I would argue the individuals are quite irrelevant because capitalism. Voilà. Je dirais même que les personnes, en fait, on s'en fiche puisque c'est le capitalisme. Do please argue. We're gonna make notes. I'll try and do the same in bite-sized pieces if I can. My mind went immediately to great retellings of classic myths and legends, which are enjoying quite a resurgence at the moment. Ouais. Moi, j'ai immédiatement pensé aux réécritures de la mythologie qui sont assez populaires en fait en ce moment. The stories that seem to attract us the most when we go back to the old myths are a little bit like Benjamin was saying, stories of great mighty clashes of opposites, great losses, great successes, and also great failures. Okay. Les histoires qui nous intéressent le plus en ce moment, c'est comme tu le disais, ce sont les histoires de pertes, les histoires de grands combats, donc de grandes puissances, de grandes pertes, de grandes victoires. And to build on what Claire was saying, pour rajouter à ce que disait Claire, about the importance of, or to link in sport and the sort of how the story is more important than the players. What that made me think of is that yes, the stories around sport are important, but also it's very important to have the construction of heroes and villains in those narratives. And so much, and a lot of the time that has very little to do with the reality of who athletes are as people, and a lot more to do with the way, the sort of the force of mythology to construct a narrative around a person and to fit them into a role. Donc pour répondre à cette idée que c'est la narration qui est beaucoup plus importante que les personnes, effectivement, il me semble que la narration est très importante, mais que ce qui va être encore plus important, c'est cette construction d'une histoire où on a des héros, où on a des vilains, où on a des méchants, et où c'est ce combat... Okay. Et c'est cette construction, ce combat-là qui est intéressant en tout cas. Moi, je suis d'accord avec tout le monde.
Juste, je me disais peut-être qu'il y a un degré supplémentaire. En fait, je pense qu'effectivement, comme dit Claire North, qu'il y a un narratif qui est très fort et qui est très organisé autour du sport comme spectacle. Mais ce que je trouve assez touchant et peut-être aussi intéressant, c'est que l'investissement des gens dans les figures des grands sportifs, on va dire, de vouloir héroïser ou faire des personnages, en fait, est assez indépendant de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une volonté du capitalisme spectaculaire de pousser des histoires, et on comprend bien les intérêts des gens qui construisent les histoires des clubs, etc., parce que c'est des choses qui ont à voir directement avec rapporter de l'argent. Mais il y a aussi un truc un peu plus fin sur la façon dont les gens reçoivent les sportifs et quels affects individuels en fait versent là-dedans. Et des fois c'est contradictoire ou des fois c'est travaillé. Et je sais pas, je trouve que cette question est assez touchante en fait sur la réception. Le capitalisme n'arrive pas à maîtriser toute la réception. Donc il y a ça aussi, c'est qu'il y a une forme de subjectivité à cet endroit-là, et que peut-être ce qui est plus intéressant à creuser, c'est les structure sportive elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tel sportif est mis dans la lumière plutôt qu'un autre. Et ça, c'est les règles de la compétition en fait, et que les règles de la compétition elles-mêmes nous disent des choses en fait sur nos aspirations en fait, ou sur en bref, la compétition sportive, c'est quand même, il n'y a qu'une personne qui gagne, en fait, ou il n'y a qu'une équipe qui gagne. Et donc, le truc, c'est qu'il faut soit être le premier, soit être personne. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait structurel et qui n'a pas grand-chose à voir avec les narrations qui sont mises derrière. While everyone thinks about that profound and true point. Pendant que tout le monde pense à cette remarque très vraie et très profonde. I think it's worth extending and saying that sport is also a political act in terms of soft power, as you were saying. Je pense qu'on peut aussi rappeler que le sport est aussi un acte politique en termes de soft power. France hosting the Olympic Games is going to be more about Macron's penis than you'd like. Le fait que la France héberge les Jeux Olympiques cette année, ça va être beaucoup plus au sujet du pénis d'Emmanuel Macron que ce qu'on aimerait. And in fairness, it's always been that way. The Olympic Games began with Athens and Sparta metaphorically killing each other again. Et ça a toujours été ça, hein. Les Jeux Olympiques ont commencé avec Athènes et Sparte qui, de manière métaphorique, se mettaient sur la gueule à nouveau. Et maintenant, tout le monde peut penser à ça. Oui, pour rebondir un peu sur tout ça et quelque chose qu'a dit Patrick au début, donc sur les mythes modernes qui seraient aussi des idées politiques. Il y a notamment, comme la main invisible du marché, voilà, il y a peut-être aussi l'égalité des chances et son corollaire, la méritocratie. Et donc la compétition sportive est complètement complètement ce principe, et on peut dans un monde plutôt injuste imaginer ou projeter dans la compétition sportive quelque chose comme une espèce de contre-société qui là pour le coup exalterait le mérite et des valeurs, pour le coup des compétences où chacun en fait est au même niveau au départ. Je sais pas si c'est très clair, mais Anne, pour clarifier, tu opposes ça à quoi? Non, je disais que en gros l'idée de méritocratie et d'égalité des chances se retrouvait aussi dans la compétition sportive, mais avec des critères fonctionnels et institutionnels qui censément garantissent justement comme ce que disait Léo en fait sur les règles, quoi, c'est ça, hein, oui, voilà, c'est ça. Et oui, si je peux juste dire un truc là-dessus, parce que en fait, je voudrais pousser plus loin ce que tu as dit. Ça m'a trop fait plaisir ce que tu as dit de dire qu'il y a une façon d'échapper. En fait, le narratif échappe la simple question commerciale du capitalisme et tout, qui est effectivement hyper centrale, étant donné les enjeux économiques et ce que ça rapporte et tout,
dans la réception, dans l'œil en fait des gens qui investissent ça, mais je pense que ça va plus loin que ça. Et c'est un peu lié à cette question justement de la méritocratie et tout. C'est que, alors c'est pas valable pour tous les sports, et en plus tu peux voir en fonction des sports quel sport favorise quoi aussi, comme conditions sociales, comme origines et tout. Mais en fait, le narratif échappe aussi. On échappe parfois au narratif aussi parce que justement, les personnes qui sont des athlètes légendaires et tout sont mythifiées et du coup ont quelque part un petit rapport de force en fait là-dedans. Et on notera que sur beaucoup de sports, c'est un des rares domaines avec notamment le show business, on va dire, c'est-à-dire l'art de manière générale, le divertissement, où on va beaucoup recruter dans des couches qu'on dirait défavorisées en fait maintenant, mais en fait soit en fait des classes populaires ou des gens déclassés pour des questions de par exemple la boxe, c'est très clair, c'est-à-dire en fait si vous prenez les grands champions de boxe légendaires, vous avez toutes les vagues d'immigration et vous voyez qui est un peu au bas de l'échelle justement à ce moment-là aux États-Unis dans les vagues d'immigration quoi. Et c'est-à-dire que vous avez une génération de boxeurs irlandais, vous avez une génération de boxeurs italiens, ce qu'on va voir un petit peu avec Raging Bull et les trucs comme ça qui sont mythifiés aussi au cinéma, mais en fait dans la vraie vie. Et puis après on va avoir les boxeurs noirs. Et d'ailleurs, par exemple, Rocky, je reste dans les trucs pop culture, c'est mon domaine, mais dans Rocky, en fait, c'est un enfant de l'immigration italienne, des classes ouvrières italiennes, qui commence à être supplanté par une nouvelle génération de boxeurs qui sont des boxeurs afro-américains. Et ce qui est une réalité vraiment sociologique qui s'est passée dans l'histoire de la boxe. Et par exemple, là, la boxe elle-même est un peu bouffée par le MMA, par exemple, ce genre de choses, où là, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup, notamment, qui viennent de l'immigration latino-américaine et tout. En fait, on voit tous ces trucs-là. Et en foot, en France, c'est assez évident. Enfin, voilà, il y a le côté, en plus, il y a tout le storytelling autour justement de je sors justement de la banlieue et tout, parce que grâce au sport et tout. Donc, en fait, oui, il y a une logique d'égalité des chances et tout, parce qu'en fait, il y a ce mythe c'est les règles du jeu, du sport qui fait qu'en fait, tout le monde est égaux. Mais on notera que ça fait pas réussir exactement les mêmes gens. Alors ça serait par exemple pour le golf, je suis pas sûr que ce soit vrai, ou le tennis quoi. Mais il y a peu de cours de tennis en banlieue en France quoi. Donc fatalement il y a ça. Et c'est une des raisons qui fait qu'en fait ces athlètes légendaires aussi sont beaucoup investis par des publics spécifiques qui se reconnaissent dedans et qui investissent beaucoup là-dedans, et que eux-mêmes peuvent sortir un peu du narratif. C'est-à-dire que je prends un exemple tout bête, je reprends un exemple de boxe, mais en fait quand vous avez un Mohamed Ali qui est une légende absolue, genre vraiment quelqu'un qui est déifié en fait par ce truc-là, et ben le problème c'est que vous avez un Mohamed Ali et que peut-être ce type-là, pour des raisons de sa sociologie, de son histoire et tout, va peut-être aller sur des idées un petit peu de droit civique, voire se rapprocher de mouvements radicaux type les Black Panthers, peut-être qu'il va refuser Vietnam et peut-être qu'il va le dire à la télé. Le problème c'est qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu peux ne pas inviter à la télé Mohamed Ali ? Ben non, tu peux pas. Parce qu'en fait, c'est une légende et tout. Et du coup, on constate aussi. Alors, ça, c'est pas pour dire ils sont méga libres parce que c'est des légendes, parce qu'en fait, ils sont tenus aussi par tout un tas d'intérêts. Il y a toute une cour autour de gens et d'enjeux économiques et tout. Mais c'est des catégories de légendes et de surhommes presque qui échappent aussi pas mal à ce genre de contrôle. Et on le voit aussi dans effectivement les domaines artistiques. Et dans une vidéo, on avait pris l'exemple, genre tu prenais Omar Sy. Bon, ben Omar Sy, je pense qu'il est millionnaire. Je crois qu'il est arrivé aux États-Unis et tout ça. C'est l'acteur français bankable absolu. Ben, le problème, c'est que pas de bol, parce qu'Omar Sy, des fois, quand il voit, par exemple, Justice pour Adama, il se dit bah si, ça me parle, donc je vais le soutenir. Et on peut pas vraiment le faire taire puisque c'est Omar Sy. Alors il en prend plein la gueule et tout. Il y a pas de souci. Mais parce qu'en fait, il est arrivé par un domaine où en fait, il y a aussi de la place. Et même c'est ça, comment dire, presque ça favorise des catégories qui ne parlent pas le reste du temps, et voire même où c'est les seuls. C'est-à-dire qu'en boxe, où je reste sur la boxe ou le foot et tout, il n'y a pas de bourgeois qui sont champions de boxe. Ça n'existe pas. En fait, ou alors c'est fini, c'est peut-être un truc qui a existé au 19e, j'en sais rien, mais c'est terminé, ça n'existe pas. C'est des endroits où les catégories populaires peuvent avoir accès à des trucs mythifiés, et à cette célébrité-là, en fait, à ce rapport de force-là. Donc ça, c'est pas pour dire que le narratif n'existe pas, mais c'est un endroit où le narratif, je pense, est plus dur à contrôler aussi pour juste les intérêts commerciaux ou capitalistes, quoi. Voilà une des figures qui arrive en tête dans la SF, forcément,
dont on va beaucoup parler ce week-end, c'est le personnage principal dans Rollerball. Donc voilà, qui devient un peu un héros aussi pour... et le symbole d'un combat politique, quoi. Et donc il y a 2 questions par rapport à ça. Donc je vais commencer par la première, qui était en fait la dernière que je voulais poser, mais en fait ce que vous dites, je pense, s'y prête plus. C'est que du coup, dans ces questions de héros sportifs, on a donc, comme tu l'as dit, Benjamin, beaucoup de questions de trajectoire sociale et d'ascension sociale. C'est-à-dire donc soit d'ailleurs des parcours de réussite ou au contraire de déchéance. Et il y a donc ce narratif du joueur ou de sportif parti de rien qui arrive au fait de la gloire. Et on voit notamment pas mal dans la SF beaucoup cette question, et pas seulement dans le sport, aussi dans toute la SF qui parle des occurrences futuriste des jeux du cirque, cette question de l'envie, du souhait d'une vie meilleure et de s'extraire de sa condition. Et je voulais demander du coup à nos invités, d'une part, et c'était déjà un petit peu dans la réponse de Benjamin, dans ces trajectoires d'ascension sociale, est-ce qu'on voit on y voit la possibilité d'une émancipation? Et dans ce cas-là, pourquoi elle serait uniquement individuelle? Est-ce que ça n'individualise pas du coup la question de l'émancipation? Et peut-être commencer par Patrick, vu que la question de la trajectoire sociale est un peu aussi au cœur de ton livre. Moi, j'ai aucun monopole sur je pense, d'écrire des personnages qui ont des trajectoires sociales ascendantes. Je pense que peut-être pour répondre à cette question, il faudrait parler davantage de la figure du héros, en fait. Et en fait, qu'est-ce que c'est, quel est le rôle social du héros? Tu reformules ma question. Ouais, en fait, c'est difficile. Je suis désolé, parce que du coup, en fait, vous m'avez donné plein de trucs à réfléchir, alors que moi, je m'intéresse plus, on va dire, à quelle est la fonction sociale du mythe, et donc quelle est la place du héros dans le narratif mythologique. Et pour moi, ça a toujours été un truc un peu de contrôle. Et en fait, j'arrive pas à statuer sur dans les exemples, Benjamin, que tu as donné, est-ce que effectivement c'est des personnages qui échappent à leur trajectoire, des individus qui échappent à leur trajectoire, ou pas? Et en fait, je suis en train de réfléchir à ça, et du coup, je suis désolé, je vais pas aller plus loin dans ma réponse, parce que j'aimerais bien... Christ, I'll say something. Okay, I'm going to try and do this in bullet points. Alors, on va essayer de faire des petits tirés. I'm allowed to swear, right? Yes. Okay. Translate to the best of my abilities. I say fuck the patriarchy. You say... Je dis fuck le patriarcat, vous répondez. Oh, parfait, merci. We talked about equality, égalité. Okay, on a parlé d'égalité. L'égalité est intégralement masculine. So just keep that in mind when you're thinking about stuff to think about. We've just talked about men. Voilà, on a juste parlé d'hommes. Point 1. Point 2. Numéro 2. Yeah, there are hero stories of people coming up through basketball and boxing, the sports that are usually associated with people who are oppressed. Oui, il y a des histoires de trajectoire vers le haut. Quand on pense à la boxe, quand on passe au basket, des sports dans lesquels en fait on voit beaucoup des gens qui sont oppressés. The people who make the money from that are absolutely the bourgeois white men. Voilà, les gens qui bénéficient, qui font de l'argent sur ces sports-là, sont absolument les hommes bourgeois blancs. There is a toxic right-wing myth that you can, in English we say, pull yourself up by your bootstraps. Don't know how to translate that. Il y a ce mythe toxique que on peut se retrousser les manches et se mettre au travail.
And the right raises these images of the one or two few people who have achieved astonishing things and pulled themselves up. Voilà. Et la droite aime bien justement ramener ces images de cette une ou deux personnes qui ont accompli des choses incroyables, effectivement en se mettant au travail. Leaving behind the 990,000 other people Voilà. who didn't have that opportunity. En laissant de côté les 990 000 autres personnes qui n'ont pas eu cette opportunité et qui n'ont pas pu faire ça. The stories of heroes is the story of exceptionalism, and it is one that keeps the majority down. Voilà. L'histoire des héros, c'est quand même l'histoire de l'exceptionnalisme, et donc c'est une histoire qui garde la majorité en bas. We talked about hero stories in science fiction, and I've written Paul Atreides in big capital letters. June, Paul Atreides. Oh yes. Donc on a parlé de héros qui se sortent justement de la masse, et ce que j'ai écrit dans mon carnet, c'est Paul Atreides en grandes lettres majuscules. For anyone wondering, the soundtrack goes, oh. S'il y en a qui se posent la question, c'est le bruit que fait la musique du film. Oh, you wuss. Paul Atreides is built up as a hero. Is built up as a hero, and then that has to be destroyed. We have to tear down the hero narrative. Voilà. Paul Atreides a été construit comme un héros, et donc après il y a toute cette narration de il faut que c'est l'homme à abattre, il faut que l'on le descende de son pédestal, qu'on le descende de son trône. This has always been an issue in world history and mythology. It is particularly relevant right now with stuff like the climate crisis. Ça a toujours été un problème dans la mythologie du monde, dans l'histoire du monde, et l'exemple criant en ce moment qu'on a, c'est la crise climatique. As we wait for a hero to save us, Greta Thunberg is great, but even she needs other people to turn up. Voilà, pendant qu'on attend des héros, Greta Thunberg est très bien, mais même elle a besoin qu'il y ait d'autres gens qui se montrent. The final thing I've written in big capital letters is again ableism. La dernière chose que j'ai écrit en grosses lettres majuscules, c'est encore une fois, alors, ableism, c'est ce concept de la discrimination contre le handicap. Oh, thank you, Bess. We are waiting for our heroes to save us, but our heroes do not look like the vast majority of us, because the vast majority of us are struggling with something, and heroes only struggle to overcome, and that is not humane. Donc on attend des héros, mais en fait, les héros ne peuvent pas nous ressembler parce que l'objectif des héros, c'est de se dépasser eux-mêmes, et c'est quelque chose qui n'est pas humain, le dépassement. Just to add to what you were saying, Claire, I think that this is in some ways an inherent problem with many dystopian narratives that center around games, because that kind of individualism is baked in. Je pense que pour continuer, c'est un problème qui est central aussi avec beaucoup de dystopies qui sont centrées autour de ce concept de jeu, parce que c'est quelque chose qui est directement construit dans l'idée. It's sort of baked into the logic of the narrative, and so it's very hard to achieve an ending that feels truly radical, because emancipation is only really worth something when it's collective. But the logic of these, especially things like battle royale type things, Hunger Games, the logic of those games is that only one person can win. So the logic of the sole hero overcoming by themselves is baked in, and it's very difficult to overcome that, to write a narrative within those constraints that really has anything to say about emancipation on a collective scale. Ce sont des contraintes qui donc sont déjà présentes dans les codes du genre, et quand on pense à ce genre de dystopie, par exemple à des battle royales, il y a seulement une personne qui peut gagner, donc c'est très très dur de dépasser justement ce cadre de il y a un seul gagnant, et donc ça devient très très difficile d'écrire aussi des choses qui sont radicales, d'écrire des fins radicales quand on a ce genre de début. Fini. Moi, j'ai 3 petits trucs à rajouter dans tous les sens. Je vais saupoudrer. Je vais essayer d'en oublier aucun, parce qu'évidemment, je vais en oublier au fur et à mesure. J'ai déjà oublié le point numéro 1, putain. Je vais commencer par le point numéro 2, il va revenir vite fait, je suis sûr. Non, un truc auquel je pense, c'est aussi sur ce délire de compétition et de une seule personne gagne. Je pense que c'est quelque chose qui dépasse le cadre du sport, parce qu'on a aussi un truc de genre nos archi-milliardaires, ils se tirent la bourre pour savoir qui est le plus riche. On est à un stade où on pourrait imaginer que la compétition a plus aucun sens,
Et ils sont capables de faire des trucs, genre Bernard Arnault pourrait être le plus riche du monde pendant 3 jours, et il fait des trucs de zinzin. Et à un moment, enfin, je sais pas, on a atteint un tel degré de folie par rapport à cette compétition que, enfin, je pense que c'est quelque chose qui, enfin, c'est quelque chose de toxique, mais qui traverse largement, enfin, qui va au-delà du domaine du sport. Et point, je m'arrête là pour le point numéro 2. Le point numéro 3, j'avais une anecdote qui est peut-être fausse, mais que je trouve, enfin, qui est vraie, mais elle est absolument pas sourcée, donc. Mais pour rebondir sur ce que disait Claire North sur la non-mixité, en fait, sur le fait que le sport, c'est une affaire de gars, et sur comment est-ce qu'on structure les règles. C'est-à-dire que le sport prétend que ça va être une compétition équitable parce que les règles sont posées de façon claire et que donc, qui que tu sois, quel que soit ton milieu social, etc., tu vas pouvoir réussir. C'est-à-dire que tu vas être jugé sur des critères objectifs. Et ça, je pense que c'est intéressant à questionner. Alors, l'anecdote est la suivante. Il y avait un club de minimes, je dirais, en Bretagne, de minimes de foot féminin, qui était beaucoup, beaucoup plus fort que toutes les équipes féminines. Et donc, à chaque compétition, elles défonçaient leurs adversaires, mais c'était des trucs genre 13-0. Voilà. Donc, assez rapidement, les joueuses ont dit, est-ce qu'on pourrait pas jouer contre les garçons ? Donc elles ont commencé à jouer contre les garçons et elles ont défoncé les garçons. Et au bout d'à peu près genre 2 mois de compétition, les managers des équipes de gars ont dit non, il faut arrêter en fait, parce que déjà ça les rend tristes de perdre contre des garçons, mais alors se faire défoncer contre des filles, c'est pas possible. Et donc ils ont arrêté. Donc ça veut dire que ces règles qui sont figées et qui sont censées être objectives pour déterminer qui est le meilleur, et en fait on a aussi le droit de les changer au moment où ça arrange plus la façon de concevoir le sport comme voilà. Et j'ai malheureusement oublié le point numéro 1, c'était le plus intelligent. Ah si, c'était pour rebondir sur ce que disait, pardon. Sur ce que disait Patrick, je pense pas que ce soit des trajectoires sociales ascendantes. Les footballeurs millionnaires, c'est des prolos comme les autres, c'est des prolos très bien payés, quoi. Mais c'est genre, ils vendent leur force de travail, et c'est aussi ça qui déchaîne aussi cette haine sur les salaires dits délirants des footballeurs, les salaires délirants dits des footballeurs, enfin, je sais pas comment dire, quoi. C'est pas Bernard Arnault, enfin, à aucun stade. Mais c'est valable aussi pour Beyoncé, c'est valable aussi pour ces gens dont on ne s'attend pas à ce qu'ils soient riches. C'est-à-dire que les gens dont on s'attend à ce qu'ils soient riches, c'est OK en fait. Si le genre est fluide, alors la classe l'est aussi. Gender is fluid. Le genre est fluide. Bon, du coup, on a bien démonté le mythe de la méritocratie et de la compétition entre hommes selon des règles censément égales. Et pour revenir un petit peu à des exemples de SF, du coup, je parlais de Rollerball tout à l'heure, de Siders, tout à l'heure on parlait de Battle Royale, et donc du fait que quand on retrouve des avatars de la figure du héros ou de l'héroïne sportive dans la SF, c'est souvent sous le prisme de la dystopie. Et souvent, un des nœuds de l'intrigue consiste à dévoiler la supercherie, en fait. Finalement, les règles étaient pipées, voilà. Ou alors, dans le cas de Rollerball, les règles sont transformées pour se transformer en mise à mort du personnage du héros, qui d'ailleurs est un héros rebelle, mais qui reste un individu tout seul contre le système. Et donc, je voulais vous interroger sur cette dimension un peu démystificatrice de la science-fiction. Alors, peut-être à travers ces exemples canoniques, ou même par rapport à vos œuvres à vous. Et peut-être pour aller plus loin, tout ce dont on a parlé, à savoir les mythes de la compétition, du héros, qui sont parfois constitutifs des manières de raconter les histoires. Comment est-ce qu'on peut les subvertir ? Il y avait 2 questions dans la question. Alors, je pense que il n'y a pas de réponse à cette question parce qu'on ne sait pas, mais on peut essayer. Tout le boulot que je fais avec le cycle de CIF, ça s'articule, en tout cas, une partie de ce que je fais s'articule autour de ce point-là, c'est-à-dire comment on écrit une mythologie sans héros, et donc avec un individu plutôt qu'un personnage. Plutôt que quelqu'un qui performe
un rôle narratif, quoi, en gros. Ce qui est, à mon sens, un héros, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui performe l'individualité. Alors qu'en fait, non. C'est pas un individu. Et du coup, c'est comment écrire une histoire qui essaie de subvertir ça, c'est hyper compliqué. Je pense que toutes nos histoires s'appuient sur ce schéma-là. Et moi, le parti pris que j'ai essayé de prendre, c'est celui d'avoir un narrateur qui essaie d'être honnête sur le fait qu'il est un narrateur, qui essaye de se poser des questions lui-même par rapport à l'histoire qu'il est en train de raconter de lui-même. C'est quelqu'un qui essaie de pas se mettre en scène, mais en fait c'est le narrateur que j'écris. C'est quelqu'un qui n'a pas non plus de réponse à cette question. C'est quelqu'un qui aimerait bien essayer de trouver des moyens pour défaire un peu ça. Après, est-ce qu'il y arrive? Je sais pas. Est-ce que moi j'y arrive? J'en sais rien. Je pense que on est tellement, nos histoires ont tellement des schémas communs et extrêmement anciens, et on est susceptible on a été élevé par ces schémas, on est susceptible à ces schémas, et je crois que c'est difficile de glisser hors de ça. En fait, ça me fait penser à un truc qui est que, à mon sens, j'ai l'impression qu'en fait, subvertir, ça veut justement pas dire abandonner, pas forcément abandonner ce format, ces schémas et tout. C'est comment tu vas dedans et en fait, tu dérailles un petit peu. Et quand j'ai lu les textes que tu as préparés pour la table ronde, Anne, parce que je crois que ça revient plusieurs fois, ça m'a très surpris. Tu prends l'exemple d'un Animatrix. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des films d'animation courts qui ont été faits dans l'univers de Matrix, chapeauté par les Wachowski, mais pas toujours écrite par elle et tout. Et t'as pris World Record, qui est en fait, pour la faire très vite, c'est un épisode où on voit un sportif, un coureur, qui se dépasse tellement qu'il sort de la matrice. Et moi je trouve que c'est un exemple qui est assez probant, parce que c'est très intéressant comme truc, parce que dans Matrix, il faut qu'il y ait un mec qui vienne t'expliquer, oui, en fait, on t'a menti toute ta vie, et tu fais, waouh, c'est un truc de fou. Et il y a un truc un peu intellectuel, en fait, de genre, je vais découvrir la vérité, et un truc un peu spirituel, en fait, comme ça. Et en fait, c'est un des seuls moments où, en fait, on dit, en fait, dans l'univers de Matrix, ce type-là est sorti de la machine par un autre biais. Et en fait, je me rends compte, c'est un peu lié à ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'en fait, ce type-là ne cherche pas à s'éveiller, à sortir de la matrice et tout, mais en fait, il va tellement loin dans une forme d'éveil personnel qui passe par plutôt un dépassement sportif, qui le sort de la matrice. Et en fait, c'est une forme de subversion du truc, parce que justement, à partir du moment où il fait ça, je vous spoil complètement le court-métrage, mais en fait, il sort, les machines se disent, merde, ça a bugué, on le remet dedans, et à partir de là, il peut plus courir. Il est incapacité à ce niveau-là. Et du coup, c'est typiquement cet exemple de justement la machine va le système en fait va l'utiliser en tant que sportif jusqu'à ce que en fait ça pose un problème au système que ce type-là soit un sportif de haut niveau et tout ça. Et même, je crois que c'est forcément cité dans ces cas-là dans les trucs de justement jeu de la mort et tout machin. Hunger Games, qui est quand même pas le truc le plus, c'est quand même très popcorn et c'est pas le truc le plus subversif du monde, mais où il y a ce truc quand même de genre justement on va prendre une icône féminine et c'est des jeux mixtes et tout. Il y a un truc qui m'a un peu marqué. J'ai pas du tout eu la vibe de quand j'étais ado, j'aurais lu Hunger Games, j'aurais adoré, mais en fait j'étais pas ado à ce moment-là parce que je suis trop vieux mais j'ai pas été dans la hype du truc. Mais un truc qui m'a marqué, c'est que en gros ils font les Hunger Games un film. Et au bout d'un moment, il y a le personnage principal, Katniss, dit en fait, non, on va juste plus faire ça. Et à partir de là, ils font plus ça s'appelle Hunger Games, il n'y a plus de Hunger Games, ça fait juste la révolution. Et en plus, il y a une espèce d'analyse de elle qui devient une icône, mais en fait, justement, elle est un peu instrumentalisée et elle refuse l'instrumentalisation. Donc il y a une petite analyse de ce qu'est un héros, une héroïne en l'occurrence. Mais il y a quand même l'idée qu'en fait, elle arrive à devenir une icône de l'émancipation collective parce qu'elle a été une icône du jeu. Mais là où ça dépasse justement le truc un peu cliché de justement l'ascension sociale de
je pars de rien et pop, j'arrive à monter parce que je suis trop fort dans le sport en question et j'écrase tout le monde et tout. Là, il y a une idée que tu subvertis le truc en disant, mais par contre, en fait, je vais casser le jeu, je vais break the game, quoi. Et c'est ça qui fait le truc. Alors évidemment, c'est pas Hunger Games, c'est pas très très subversif, mais pour moi, en fait, c'est pas si compliqué que ça en réalité de sortir du truc cliché du dépassement. Et même, je reprends l'exemple de Rocky parce que je suis un grand fan de Rocky, mais qui est un peu le truc très américain de je pars de rien et je vais me défoncer et c'est bon, je vais réussir. Mais la boxe, c'est un très bon exemple de ça parce que exactement comme disait Claire, effectivement, pour une ascension, en fait, c'est des milliers et des milliers de gens qui se tabassent. Littéralement, enfin genre c'est vraiment, je sais pas si on se rend compte de ce que c'est comme implication physique la boxe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de bourgeois qui sont champions de boxe parce qu'en fait pour aller se tabasser la gueule comme ça et utiliser son corps comme ça, eux ils ont pas besoin de faire ce genre de truc. Bah, dans Rocky, certes il y a une ascension, je le rappelle, je spoil plein de trucs. Dans Rocky il perd. Son ascension n'est pas sur la victoire. C'est une petite subversion. Je pense qu'en fait il y a plein de petites choses qu'on peut faire, etc. Par contre, qui implique, et là peut-être on sera pas forcément, ça c'est plus dur à dépasser, de garder cette idée de héros. Et pardon, je suis un peu long et je termine juste là-dessus parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est tout à fait juste que effectivement par contre le système est toujours géré et on le voit dans Rocky d'ailleurs par des gros mecs blancs capitalistes qui ont plein de thunes et qui possèdent plein de trucs et qui utilisent ces gens-là pour se faire leur thunes. Mais finalement, quand, par exemple, il y a eu tout le storytelling autour des équipes de foot féminines. Et avec, pareil, des personnes qu'on a vues émerger et qui sont devenues des stars et tout, des capitaines d'équipe et tout ça. J'imagine qu'il y a un peu aussi la même chose sur l'aspect validiste, justement, avec les athlètes de haut niveau handicapés. En situation de handicap sur des catégories spécifiques et tout. Du coup, est-ce qu'on héroïse ces gens-là pour justement que ce soit pas qu'un truc masculin, que ce soit pas qu'un truc de gens valides et on pourrait le développer pour plein de trucs comme ça, ou est-ce que justement on tue la figure du héros et on ne fait même pas ça? Et ça, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir un avis complètement là-dessus, quoi. Juste pour rebondir, donc l'exemple d'Animatrix, en fait, c'est Raphaël Colson qui me l'a suggéré. Et vous pouvez le retrouver comme plein d'autres dans l'expo qui est au niveau de la mezzanine, où il y a plein d'itérations justement de héros sportifs. Enfin, de toute façon, elle est hyper riche cette expo. Et oui, en fait, il y avait aussi dans les exemples qui me venaient, que j'ai oublié de citer, l'exemple de manga Gun ou Alita Battle Angel, où effectivement on a cette compétition de motorball extrêmement violente, où les gens espèrent en plus même géographiquement accéder à l'étage du dessus en fait, et où pour le coup l'héroïne ne joue pas pour s'extraire de sa condition, mais elle joue plutôt pour retrouver la mémoire. Et là aussi il y a une narration un petit peu décalée, voilà. Lou, est-ce qu'il y a des choses que tu veux détruire? You have things to demolish, be my guest. Where are my notes? My thoughts are all a little to one side of what we have been talking about. The question was science fiction's role in unveiling lies and unmaking myths and how we can subvert these myths. And my thought was... Alors, moi, ce à quoi je pensais, c'était surtout à une partie de la question, la manière dont la science-fiction a un rôle dans la démystification justement de ces schémas-là. Et ce que je pensais. Since there's really no such thing as objective reality in any meaningful sense. La réalité objective n'existe pas vraiment d'une manière qui puisse nous être utile. I think that the only way we can unmake myths is with other myths. Je pense que la seule façon de démolir des mythes, de démystifier, c'est d'en construire de nouveaux. The primary way that we understand the world is through the stories that we tell ourselves and each other. La façon première dont nous comprenons le monde, c'est à travers les histoires qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres. So when I'm thinking about my own fiction and also the fiction I like to read, I'm drawn to things that unmake myths by telling other myths, other stories from different perspectives, especially marginalized perspectives and
perspectives that have historically been shut out or silenced from fiction. Et donc, quand je pense à mon travail ou même à la fiction que j'aime beaucoup lire, moi, je suis plutôt attirée par des choses qui démystifient en utilisant en fait des perspectives différentes, des perspectives qui sont modernes ou des perspectives qui historiquement ont été qu'on n'a pas entendues en fait historiquement, donc des perspectives plutôt nouvelles en créant des nouveaux mythes. I'm really sorry, Claire, but I've got to mention Ithaca. Je suis désolée, Claire, mais il va falloir que je mentionne Ithaca, qui est un des Which I livres. think is out in French as Penelope. I'm not sure how it was translated in French. Alors, c'est un livre qu'elle a écrit qui parle de Pénélope, donc qui s'appelle Ithaca dans la version anglaise. Et donc c'est Ithaque où Pénélope attend le retour d'Ulysse. C'est des références à l'Odyssée. Do you want to talk about Ithaca? No. I only wanted to say that what I love about Ithaca is that, well, you can't really call it a reimagining of the myth of Odysseus because it is told mostly from the perspective of, it's through, not through the eyes of, but it's from the sort of, it talks about the experience of Penelope, the wife left behind, and also, I think really crucially, her maidservants and the women around her. Ce qui est très intéressant dans Ithaca, en fait, c'est que on peut pas vraiment dire que c'est une réécriture de l'Odyssée, puisqu'on suit pas du tout Ulysse, en fait. On va suivre Pénélope. Alors, pas tout à fait au travers de ses yeux, mais en tout cas, on va parler de son expérience. Et ce qui est aussi crucial, c'est que dans le livre, on va parler aussi des servantes et des femmes qui l'entourent. And I think that is also coincidentally how we unmake that myth of individualism and that myth of single great men or even single great women changing the course of history all by themselves. We do that by centering narratives that have a plurality of perspectives and show how many people go towards creating any world-changing event. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on démystifie cette idée du héros unique, du héros seul. C'est en montrant et en centrant aussi dans nos lectures et dans nos écritures des histoires où on a cette pluralité de points de vue et où on voit comment des groupes de gens plutôt vont faire advenir les choses plutôt qu'un individu. Fini. So tangled. Oh no. Okay. One. Writing heroes is simply easier. D'écrire des héros. If you try not to, your editor will come to you and go, "Oh, but what about the emotions and the jeopardy?" Voilà. Si on n'écrit pas de héros, ensuite on a notre éditeur qui vient nous voir en nous disant mais les émotions et les enjeux. Correct voice. But I think it's important to make a distinction between the hero as an individual and the hero as someone with agency. Mais je pense que c'est très important de faire la différence entre le héros comme individu et le héros comme ayant une volonté indépendante. Books are full of individuals, but only the hero has the ability to act, the expression of agency. Les livres sont pleins de gens, mais il n'y a que sont pleins de gens qui sont des individus, mais il n'y a que le héros qui a cette possibilité de faire changer les choses, de faire advenir les choses. Thankfully, science fiction is full of a lot of good writers who can do this stuff well. Heureusement, en science-fiction, on a plein de très bons écrivains qui peuvent faire ça. We've talked about Dune, we've talked about Hunger Games, which does examine the hero and the construction of the hero, as you say. On a parlé de Dune, Hunger Games. de Dune et de Hunger Games. Adrian Tchaikovsky's Children of Time is about the construction of collapse of a civilization, and it is emotional, and it does have jeopardy, and arguably no heroes. Les enfants du temps fait ça très bien. Besoin. You could argue that the work of writers such as Becky Chambers and Ursula Le Guin are as much mood pieces, are explorations of an idea as they are hero stories. On pourrait dire que le travail de Becky Chambers ou de Ursula Le Guin, par exemple, sont autant des explorations d'humeur, de l'écriture d'humeur et d'ambiance que des histoires de héros. Science fiction is more than capable of telling these stories well. Arguably, we are better than many other genres at doing it. La science-fiction est tout à fait capable de raconter ce genre d'histoire et on pourrait même dire qu'en fait, c'est le meilleur genre, c'est un genre qui est meilleur que les autres pour raconter ce type d'histoire.
For fear of being mildly controversial, it is worth saying that most of our fantasy tropes of the hero must live, sacrifice and die are Jesus. Pour être un tout petit peu sur un sujet clivant, on pourrait dire que la plupart de nos histoires de on vit, on se sacrifie et on meurt viennent de Jésus. On a totally different note, we've touched on the Paralympics. With my autistic hat on, Paralympians are astonishing, incredible humans, but disability does not have to be that to be valid. Voilà. Sur une note totalement différente, on a parlé des Jeux paralympiques. Je mets mon petit chapeau de personne autiste et pour rappeler que les Paralympiens sont des gens absolument formidables, mais le handicap n'a pas besoin d'être ça. Ça n'est pas que ça. Finally, Lou said there's no such thing as objective reality. Oh. Enfin, Lou a dit que la réalité objective, ça n'existait pas. Oh. Est-ce que vous voulez rebondir sur des choses Moi, je voudrais juste... Ah, il marche celui-là? Non, je voulais juste rajouter dans la liste des autrices qui font des trucs un peu ouf sur ces questions-là, en fait, sur mettre en lumière les personnages secondaires ou revoir l'histoire par d'autres points de vue. C'est Karen Joy Fowler, dont on a traduit un recueil de nouvelles avec Luvan. Karen Joy Fowler? Fowler? Sorry. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une des nouvelles, alors qui n'est pas une de celles qu'on a traduites, mais où elle raconte les voyages de Gulliver du point de vue de la femme de Gulliver. Et donc, en fait, on a que les longues séquences à la maison, en fait, de cette femme qui se retrouve, et avec chaque fois un enfant en plus, et sur qu'est-ce qui se produit à cet endroit-là, quelle est cette aventure qui est vécue à cet endroit-là, pendant que Gulliver va juste faire ses petites promenades. Mais pour le coup, voilà, je vous fais la retape pour ce bouquin, il est ultra bien. Et il est unique en français. C'est les meilleures nouvelles de Karen Joy Fowler en un seul livre. Pour un prix défiant toute concurrence. Oui, et tout à l'heure, donc, on a parlé du tech de Claire. Et oui, je suis désolée de ne pas l'avoir. C'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce dans ce sujet de table ronde, de ne pas l'avoir cité en introduction. Mais peut-être avant de passer aux questions du public, je voulais aussi poser une petite question à Louise, puisqu'on parle de question de réalité et de démystifier. Et je voulais poser la question donc, de la trilogie Le Programme Arlo, puisque ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été vraiment éduquée, dressée presque pour obéir à sa corporation, donc, qui s'appelle Intech, lui être loyale et qui a vraiment une conception du monde et des valeurs abstraites qui sont complètement organisées et modelées du coup sur des idéaux on pourrait dire capitalistes et néolibéraux propres à cette corporation. Et au fur et à mesure, alors je vais pas spoiler, mais c'est aussi un peu pour moi le récit d'une déconstruction. Et je voulais donc demander à Louise de peut-être nous en dire un petit peu plus sur la manière dont elle était venue à cette histoire et aussi quel lien, parce que dans nos échanges, ça avait été évoqué, elle faisait entre son œuvre et la thématique du festival du pain et des jeux. Thank you. That's a very good question. Merci pour cette excellente question. So, as you said, and it's very difficult to talk about this without giving spoilers, but the protagonist of my series has a unique perspective on the world that is really informed by the fact that she was raised by a corporation rather than by any human person. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, c'est très difficile d'en parler sans spoiler, mais mon personnage principal a une perspective assez unique qui vient du fait qu'elle a été élevée par une corporation et pas par des personnes. And as such, a lot of neoliberal and capitalist ideas are very much baked into her ideology and very much part of how she sees the world.
Et donc, il y a beaucoup d'idées justement néolibérales et capitalistes qui sont directement dans sa psyché. Ce sont des choses qu'elle pense et qui définissent la façon dont elle voit le monde. There aren't any tournament games or sporting competitions in the programme Arlo. Voilà, il n'y a pas de jeu de torture ou de compétition dans le programme. But a lot of the ideas that we've been talking about in this discussion, ideas of strong individuals and pulling oneself up by one's bootstraps, are very much part of how my protagonist sees the world around her and her place in it. Mais en tout cas, il y a beaucoup de concepts qu'on a mentionnés aujourd'hui, par exemple l'individualisme et le fait de se retrousser les manches et de se mettre au travail, qui sont vraiment présents dans la vision du monde de mon personnage. I think a lot of early readers told me that they didn't like Tanta, my protagonist, until something happens that I can't tell you about because it's a spoiler. Je crois que beaucoup de mes premiers lecteurs m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé Tanta, mon personnage, jusqu'à ce que il se passe quelque chose que je ne vous dirai pas, parce que spoiler. Non, l'inverse d'ailleurs, oui, qu'ils ne l'aimaient pas, pardon, avant. And I think that's because she is a person who has completely internalized some of the ideas that we've been talking about today. These ideas that the society that she's in is totally fair and just. Some of these ideas that we've been talking about, like that her society is completely meritocratic, when it's very much not. Et à mon avis, c'est aussi beaucoup parce qu'elle elle a internalisé toutes ces idées, elle est persuadée que la société dans laquelle elle vit est complètement juste et équitable, et que la méritocratie, c'est la société dans laquelle elle vit. Which I think ties into a lot of what we've been discussing here. Qui, je pense, a beaucoup à voir avec tout ce dont on a parlé depuis le début de la table ronde. I can't remember what the question was. I hope that was a good answer. Je me souviens plus de la question, mais j'espère que c'était une bonne réponse. Eh ben, déjà, je vous remercie d'avoir parlé de de ce sujet qui était quand même pas si facile. De relier quand même la sport, la figure du héros, voilà. Peut-être on peut ouvrir les questions à celles du public, puisque l'heure tourne un peu. Mais voilà, déjà, merci à tous les 6. Et merci beaucoup. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. J'ai l'honneur de lancer les questions du public. Et ma question, c'est... donc, on a parlé de l'égalité présupposée des sports, qu'il suffit de s'entraîner, entre guillemets, pour gagner. Mais on sait aussi que c'est pas le cas. Et au-delà de la position sociale, dans le sport, il y a aussi, pour devenir un héros du sport ou ailleurs, parfois on utilise le dopage, parfois il y a des programmes d'entraînement spécifiques, des gènes avec lesquels on est, qui viennent soit de nos parents, soit des dieux qui nous ont engendrés. Et donc, peut-être une question la question que je voulais poser, c'est comment est-ce qu'on fabrique un héros ? Je vais essayer. Bonjour. I like running. J'aime courir. I'm rubbish at running. Je suis très nulle en course. I think that when we talk about athleticism, what we tend to do is compare ourselves to others. Je pense que quand on parle d'athlétisme, de sport, ce qu'on a tendance à faire, c'est se comparer aux autres. As established, most of the heroes of athleticism are unrealistic or very highly funded or doped. Comme on l'a dit, la plupart des héros du sport sont au-delà des normes, ont beaucoup d'argent derrière eux ou sont dopés. I am relieved that there is a growing movement in some areas of talking about athleticism and health to emphasize the idea that the athlete is the person who's doing it in their own way. Je suis assez soulagée qu'il y ait un mouvement de plus en plus large de gens qui vont insister sur la notion qu'en fait, un athlète, c'est quelqu'un qui va aussi faire les choses à sa façon, à sa manière.
At its worst, that then gets undermined and turned into a soap ad in which you see lots of different body types who'll all be happy if they buy a bar of soap. Voilà. La pire manifestation de ça qui existe, c'est qu'on peut avoir des superbes publicités où on vous montre plein de types de corps différents qui seront tous super heureux s'ils achètent ce savon. But at its best, we have a movement in the UK, which I believe is coming to France more and more as well, called Parkrun. Parkrun. Mais on a aussi un mouvement qui existe au Royaume-Uni et qui, je crois, est en train d'arriver de plus en plus en France, qui s'appelle Parkrun, donc courir dans les parcs. Every Saturday, hundreds of people get together for free and jog round a park. Voilà, tous les samedis, des centaines de personnes se retrouvent gratuitement et font le tour du parc en courant. Movements like that celebrate you for turning up and doing it. Whatever it was you did, however fast or slow you did, it celebrates you for turning up rather than you as compared to an Olympic athlete. And I think that is incredibly important for redefining the relationship between athleticism and heroism in our society. That's okay. I just need to not forget the end. Athleticism and heroism. Donc ces mouvements en fait vont vous célébrer, vont vous féliciter pour juste être venu et avoir couru. Que vous ayez couru vite, que vous ayez couru lentement, en fait, on ne va pas vous comparer à un athlète olympique. On vous félicite d'être venu, d'être là et d'avoir couru. Et ce genre de mouvement est très utile quand on veut en fait redéfinir justement le lien entre l'athlétisme et les athlètes et les héros. Qu'est-ce que c'est d'être un athlète ? Peut-être une réponse complémentaire qui n'est pas sur comment est-ce qu'on fait des héros ou pas avec le sport, qui est plus sur comment est-ce qu'on fait des héros tout court. Et je sais pas, je tourne un peu en rond, hein, c'est toujours la même réponse pour moi. On fait des héros en désirant des héros. Et ce qui se joue à cet endroit-là, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de faire d'un athlète un héros ? Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de faire de qui que ce soit un héros ? Ça dit des choses sur les structures politiques dans lesquelles on vit, en fait. Et peut-être, sans doute que c'est désirable de ne pas avoir de héros. Je pense que vraiment, les héros, ce n'est pas une figure politique intéressante. Mais par contre, la façon dont on fabrique ces héros, ça, je pense qu'il y a un désir profond, en fait, de le faire. Donc, c'est aussi ça, à mon avis, c'est ça qu'il faudrait questionner plutôt que de fabriquer des gens performants qui peuvent servir d'exemple. Voilà. Mais du coup, et pour rejoindre ce que disait, je sais plus qui l'a dit, c'est aussi la question une des façons de travailler ce désir, de travailler cette façon d'héroïser des gens, c'est évidemment, ça passe aussi par les arts et par les narrations. C'est-à-dire que nous, on a dans la SF, mais ailleurs, en fait, à partir du moment où on écrit des récits, on a la possibilité de se poser cette question-là, en fait, de comment est-ce que nous, on fabrique nos héros, qu'est-ce qu'on veut en faire, est-ce que c'est intéressant de le faire, etc. Mais je pense que c'est une question qui est beaucoup, beaucoup plus large, en fait. C'est pourquoi, je sais pas, c'est que c'est quand même vraiment complètement... C'est une pulsion extrêmement étrange, en fait, de vouloir héroïser qui que ce soit, et on sait en plus que ça... sur les destinées individuelles des gens qui sont héroïsés, c'est aussi délétère, en fait. Je sais pas comment dire, quoi, ça fait du bien à personne, en fait. Merci Léo, parce que j'ai pas les neurones pour le dire depuis tout à l'heure, mais je crois que c'est à peu près ça que j'essayais d'articuler depuis le début. Donc merci. Bonsoir. D'abord, merci pour vos mots. On parlait précédemment de comment les vilains du MCU ont le droit d'avoir des disabilities et comment les héros n'avaient pas le droit. Mais je pense que c'est aussi une trope qui est beaucoup utilisée pour peut-être les rendre un peu plus... amener le public à les aimer un peu plus. Il y a beaucoup de ces disabilités physiques qui apparaissent au fil du récit. Donc, il y a plein d'exemples, mais là, tout de suite, celui qui me vient, c'est celui de Logan Nine Fingers. Je crois qu'en français, ça a été traduit par 9 doigts. Donc, vous devinez que son défaut physique, c'est celui d'avoir perdu un doigt. Et c'est justifié en tant que, regardez, malgré qu'il ait perdu un membre, malgré ça, il a quand même réussi à faire
tout ce qu'il a fait. Et moi, je me posais, suite à ça, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin que les héros nous ressemblent pour s'attacher à eux et pour vibrer par ce qu'ils essayent de nous apporter? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir, dès le départ, un héros qui ait plein de défauts, que ce soit physiques, mentaux, peu importe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à cliquer, en fait, avec eux? Enfin, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais... So the question was, why do we need heroes to look like us? Why can't we have heroes that are more full of faults? Oui, donc la question était pourquoi est-ce qu'on doit avoir des héros qui nous ressemblent et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir des héros qui sont pleins de défauts? It's an interesting question. I think partly it's because everybody has, well, one person's acceptable fault is another person's unacceptable fault. Je pense que c'est une question intéressante et puis il y a aussi cette question de se dire que les défauts acceptables pour une personne sont aussi des défauts inacceptables pour une autre personne. So when you're writing a very traditional protagonist, I mean, this is something that I think we've probably all experienced as writers. You put something in that you think makes them relatable and human, and then your editor says, take it out. It makes them look horrible. Why would you have somebody do that? Et donc je pense que une expérience qu'on partage en tant qu'écrivain, c'est quand on fait des protagonistes assez traditionnels et qu'on leur ajoute une qualité dont on pense un défaut dont on pense que les rend proches et aimables. Et ben on a notre éditeur qui vient nous voir et qui dit non mais qu'est-ce que tu fais, il faut enlever ça, ça les rend horribles. But this is just talking about faults of personality. Mais là on parle juste de défauts de personnalité par exemple. And I wonder, Claire, do you have anything to say about... Sorry. Et la question que je me pose, c'est Claire, est-ce que peut-être tu as quelque chose à dire? Oh. Gentlemen? No, okay. I don't think heroes do look like us. Je ne pense pas que les héros nous ressemblent, en fait. Does anyone here look like Captain America? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ressemble à Captain America? Là. The only one. La seule. As mentioned, I'm autistic. No one looks like me in popular culture. Voilà. Comme je l'ai déjà dit, je suis une personne autiste. Personne me ressemble dans la pop culture. And thinking about that makes me quite sad. Et ça me rend assez triste d'y penser. A lot of the time when villains are presented with a disability, it's to justify why they've gone mad. Souvent, quand les méchants sont présentés avec un handicap, c'est pour expliquer pourquoi ils sont devenus fous. Which, if you think about it, is one of the ugliest things you can do to disability imaginable. Voilà, qui, si on y réfléchit, en fait, est une des pires choses qu'on peut faire au handicap qu'on puisse imaginer. Even if you say, wow, you've overcome a disability, if you're a villain, that overcoming has still made you mad. Voilà, même si on dit, waouh, bravo, tu as réussi à dépasser ton handicap, quand on est un méchant, ce dépassement, ça vous a quand même rendu fou. It implies that to be less than normal or less than whole is to be fundamentally broken on a primal, deep level. Ça veut dire que ce que ça implique, c'est qu'être moins que normal, être moins qu'entier, ça veut dire que vous êtes brisé, que vous êtes cassé à un niveau assez fondamental. And it keeps people down as a result. It keeps people down, even if you don't have a visible or an invisible disability. And everyone has something. Everyone's got urinary problems. Everyone has something. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça garde les gens au sol, ça les empêche de s'élever, parce que même si vous avez un handicap qui est physique et mental, qui est très léger, et tout le monde a au moins des problèmes urinaires, eh ben, à ce moment-là, ça vous garde en bas, ça vous plombe. It keeps us ashamed. It keeps us small. And I have no words for how angry that makes me. Ça nous garde dans un état de honte, ça nous garde dans un état où on se sent tout petit, et j'ai aucun mot pour la colère que ça m'inspire. Bonsoir. Je voulais juste rebondir sur ce qui avait été évoqué tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure de subversion par le sport au travers de la figure d'un individu. Ça m'a fait penser à une expérience un peu effectivement exceptionnelle dans les années 80 avec la démocratie corinthienne. En fait, c'était un club de foot brésilien
qui s'était organisé un peu en autogestion avec des grandes stars de l'époque, type Socrates et Maria, etc. Et qui proposait une sorte de contre-pouvoir dans un espace qui était un espace malgré tout un peu confiné, qui était celui d'un stade de foot. Et je me demandais si cette idée, en fait, de la subversion par le collectif du sport pouvait aussi être inspirante, à la fois dans vos travaux ou de manière plus générale dans l'ASF. L'idée par laquelle finalement une équipe, c'est aussi un groupe d'individus avec une sorte d'objectif un peu commun et des individualités particulières, dans un espace qui est celui peut-être du stade ou peut-être du terrain. Ça pouvait pas être inspirant aussi de ce point de vue-là. Désolé pour la traduction, j'ai parlé un peu vite. Something like to sort of on that same theme, something that interested me when I was preparing for this panel was the fact that so many, when we're talking about sports in dystopian fiction, the kind of sports that are divisive and that are used as a tool of the state to keep the masses alienated, so often we are talking about sports that are not team sports and where there can only be one winner. So we're talking battle royales and things of that nature. Donc, ce à quoi je pensais, ce qui m'a semblé intéressant quand on parlait de sport dans la dystopie et de sport particulièrement comme outil de l'État pour l'aliénation des masses, on parlait surtout de sport où il y avait un seul gagnant, donc pas de sport d'équipe, de sport où voilà, il y a une seule personne qui doit gagner, qui doit écraser les autres. But in contrast, representations of team sports in a lot of science fiction, I can think of examples where exactly as you were talking about, they where team sports can be unifying in fiction. They can bring people together and they can act as a sort of source of hope and defiance against authoritarian regimes. Mais au contraire, en fait, quand on regarde les sports d'équipe dans la science-fiction, quand on regarde la représentation des sports d'équipe, ils sont considérés comme étant unifiants, comme étant même une source d'espoir et de défiance contre les choses terribles qui nous arrivent. I was thinking specifically of a novella I read recently called The Surf by Kwaku Osei Afrifa. I'm not sure if it's available in French. It's called The Surf. Okay. Je pensais particulièrement à un très court roman qui s'appelle The Surf par Kwaku Osei Afrifa. Voilà, je ne suis pas sûre qu'elle soit sortie en français. It's about a huge team game of base jumping in space, but the point is it's been outlawed by an authoritarian regime, and all of its practitioners play it in secret and in solidarity. And even though there are rivalries between teams, playing the game is itself an act of resistance and an act of solidarity. And I think that the difference between divisive games in fiction and games that are a source of hope and that can sort of subvert oppressive power is whether there's a team or not. Base jumping is when you jump off the bridge. Oh, I mean sort of, yeah, like with jetpacks. Okay. Donc c'est une histoire où en fait il y a un sport qui est grosso modo du saut en parachute mais depuis l'espace, et ce sport a été rendu illégal par un régime autoritaire, et donc tous les gens qui participent, qui jouent en fait à ce sport le font dans un espèce de grand acte de résistance et de solidarité, parce qu'on peut pas le faire tout seul. Et je pense que la différence entre ces sports justement qui amènent de l'espoir, qui permettent de défier les normes, c'est la présence d'une équipe. C'est le fait qu'on ne le fait pas tout seul, on le fait en groupe. Fini. Il y avait juste, je crois, Patrick qui avait quelque chose à dire sur ce sujet. Et après, on va devoir arrêter. Je suis navrée pour la table ronde qui arrive après. Non, mais ça rejoignait plus ou moins cette pensée-là, c'est-à-dire par rapport à comment est-ce que narrativement on peut peut-être défaire la figure du héros et la performance de l'individualité que nous inculque la figure du héros et le rôle narratif du héros. C'est peut-être ça, effectivement, de mettre en scène des histoires collectives, quoi. Que ce soit dans le milieu du sport ou ailleurs. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous et toutes.